Bonjour, merci de votre participation à cette conférence consacrée au podcast, un sujet d'actualité puisqu'il doit naître un podcast par jour en ce moment en France. Nous nous intéresserons au podcast en particulier, mais plus particulièrement au podcast de marque, en essayant de comprendre ce qui fait un bon podcast, un bon ou un mauvais podcast. Et pour répondre à cet objectif, deux experts, deux spécialistes des podcasts, Mathieu Stéphanie, cofondateur et CIO de Cosa Vostra, Bonjour. et, et Isabelle, journaliste et productrice de podcast. Bonjour. Mathieu, vous pouvez peut-être dire qu'est-ce que vous faites chez Cosa Vostra? Alors, je suis le président de cette agence. Je suis plus, en l'occurrence, le CEO. C'est mon associé Laurent qui a pris les rênes en tant que, on va dire, directeur général. Et Cosa Vostra est une agence digitale qui accompagne des clients dans leur transformation d'une part, dans leurs projets digitaux, qui soient des projets de développement, d'UX, de design, mais aussi de production de contenu. Donc, on produit aussi beaucoup de contenu. Et on fait, en amont de tout ça, beaucoup de conseils. Donc, c'est devenu assez traditionnel, hein. Les cabinets de conseil deviennent des agences et les agences deviennent des cabinets de conseil. On a vu ces mouvements chez les grands traditionnels, Publicis, Havas et McKinsey, EY. Et nous, on a essayé de faire tout ça d'un coup, mais en tout petit pour commencer. On est 70 employés, on est 70 collaborateurs, on est présent à Paris, Bordeaux, Londres, Tunis, et on travaille pour un certain nombre de collaborateurs. Et puis voilà, en parallèle de ça, on produit un certain nombre de podcasts depuis 4 ans. Ça représente quel pourcentage de l'activité de Alors, l'entreprise? en temps, ça représente un tiers de mon temps. En pourcentage, c'est pas forcément un. L'idée de nos podcasts sont vraiment, et c'est un peu le sujet aussi du jour, ce sont des podcasts de marque, c'est-à-dire ce sont des podcasts qui nous permettent de promouvoir notre activité, nous rendre visibles. Et ça, c'est vraiment euh, après l'origine de ces podcasts qui était juste de se faire plaisir et un sujet passion, désormais c'est un des objets principaux de nos productions, c'est-à-dire de faire connaître Cosa Vostra, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, après en termes d'activité aujourd'hui et de chiffre d'affaires, on doit être aux alentours de un peu moins de 10% des revenus de Cosa Vostra qui sont générés par les podcasts, mais c'est une part croissante. En revanche, voilà, on produit aujourd'hui 7 podcasts. Il y en a beaucoup d'autres à venir. On a un incubateur de podcasts aussi qui s'appelle Big Bang Media, sur lequel on accompagne beaucoup de podcasts. J'ai en ce qui me concerne, créé une masterclass qui s'appelle Entreprendre un podcast, qui est une masterclass pour aider les personnes qui souhaitent se lancer à et bien évidemment à se lancer dans le podcast voilà, eux-mêmes. Et puis on a une offre très claire sur le site de Cosa Vostra autour du podcast et d'accompagnement de podcasts, notamment de podcasts de marque, ce qu'on a développé avec Google, avec Microsoft, avec Tagger, dont on va parler aujourd'hui, avec Conviction RH, avec, je pense citer pas mal, mais voilà, on accompagne beaucoup de Non, clients. on va pas tout citer. Isabelle, de votre côté, alors vous êtes, c'est pas 70 personnes, vous êtes toute seule finalement. Et vous êtes à la fois journaliste et productrice de podcast. Donc, je suis toute seule, mais entourée d'une équipe quand même. Je fais pas tout, tout sur la production des podcasts. Non, je travaille avec des équipes d'ingé son et aussi de community manager pour tout produire, de la conception accompagner les marques de la conception jusqu'à l'amplification. Donc, en fait, moi, à l'origine, je viens du monde des médias et du journalisme, pardon. Je suis journaliste, en fait, depuis 20 ans. Et je suis une spécialiste du storytelling puisque j'ai travaillé en tant que journaliste, comme correspondante, grand reporter et spécialiste aussi de la santé pour des grands magazines, notamment le magazine Elle, et aussi pour des radios de Radio France. Et donc, je suis devenue autrice de documentaires sonores et podcasteuse, productrice de podcasts indépendante. Indépendante, ça ne veut pas dire qu'on travaille tout seul, ça veut dire qu'on travaille avec une équipe d'autres indépendants qui sont souvent les meilleurs aussi du marché. Et donc, j'ai toute une équipe autour de moi qui vont d'autres journalistes à de très bons ingé-sons,
L'équipe change en fait en fonction des projets. Je la choisis, elle est adaptée à chaque nouveau projet. Donc, c'est deux façons quand même de travailler pour arriver au même résultat de production de podcast. Est-ce qu'on pourrait, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait faire un peu l'état du marché? Parce que les podcasts c'est encore un média très nouveau. Finalement, en France, ça ne fait jamais que 4-5 ans que ça se développe. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a combien de podcasts? Est-ce qu'on a fait le décompte de tout ce qui est produit? Qu'est-ce que vous pouvez, Mathieu, peut-être? Alors, pour être très exact, c'est la deuxième vague du podcast qui se lance. Podcast, donc c'est une compression de iPod et de broadcast, de cast. Donc le podcasting, c'est quelque chose qui est né aux alentours de entre 2004 et 2006. Je saurais être exact là-dessus. Et donc il y a toute une première vague de podcasts qui est apparue dans ces années-là, qui était principalement téléchargée, donc on téléchargeait en se branchant sur un ordinateur et on le mettait sur son iPod. Je pense, alors il y a eu des acteurs là-dedans comme Patrick Béja sur le Rendez-vous Tech, plein d'autres. Hein. Il y a eu aussi Arte Radio qui était présent depuis quelques années. Voilà. Et après, il y a eu une nouvelle vague qui est arrivée. Donc je pense que je faisais partie en 2017, notamment particulièrement en France. Elle est arrivée un peu avant aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons à partir de 2013-2014. Pendant quelques temps, ça a un peu pas végété, mais ça a grossi tout doucement. Et puis en effet, depuis 2019 et enfin 2020, je pense aussi que la pandémie, les confinements ont favorisé aussi finalement l'éclosion de beaucoup de projets. Eh bien, ça a énormément décollé. Alors, on va parler de marques, mais beaucoup de médias s'y sont mis. Hein, presque tous les médias, je pense, s'y sont mis. On peut dire que ce soit les Échos, le Parisien, que ce soit... D'ailleurs, on a sorti une super cartographie des podcasts en France, que ce soit TF1, que ce soit évidemment les stations de radio, à commencer par Radio France, mais aussi toutes les privées, Europe 1, RTL, etc. Et puis en presse quotidienne régionale, énormément d'indépendants. Voilà, on parle aux alentours, les chiffres que j'ai en tête, c'est aux alentours de 10%, je crois exactement 9% des Français qui écoutent des podcasts de manière hebdomadaire. Mais ça grossit très fort. Aux États-Unis, on est aux alentours de 25%. Donc voilà, il y a encore de la marge. Des personnes qui écoutent les podcasts dans leur intégralité à presque 80%. Et en effet, des podcasts qui sortent tous les jours, des podcasts qui meurent tous les jours aussi, parce que il y en a beaucoup qui vont pas forcément très loin. C'est un média où il faut vraiment être capable de persévérer. C'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un média hyper créatif, où on peut se permettre, et très accessible, où on peut se permettre beaucoup de choses, potentiellement à moindre coût. Isabelle, sur cette vogue des podcasts assez récente. Oui, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Mathieu, sur le fait que c'est devenu une nouvelle pratique culturelle finalement des Français. C'est que aujourd'hui, on a même des chiffres qui datent du mois d'août, donc juste après la première vague de confinement, qui a effectivement joué un rôle d'accélération. 14% des Français disent écouter un podcast de manière hebdomadaire, c'est 14%, et notamment 26% chez les moins de 34 ans. Donc c'est une écoute très qui se développe énormément chez les plus jeunes. Un chiffre qui est super intéressant pour les marques, puisque c'est aussi cette génération qui cherche à toucher en fait, et qu'ils ont du mal à toucher via d'autres canaux. Et puis en regardant un peu les chiffres, donc qui vont être d'une étude qui a été faite par CSA et Havas et qui a été présentée au Paris Podcast Festival, il y a un certain nombre de chiffres qui ont donné confiance un peu à tout l'écosystème, mais aussi aux marques. C'est que les raisons en fait d'écouter des podcasts, ce qui plaît aux gens en écoutant les podcasts, c'est qu'ils recherchent vraiment une authenticité. 94% cherchent un contenu authentique et c'est en hausse de 10 points. 93% cherchent un contenu qui fait réfléchir et c'est en hausse de 7 points. 95% cherchent un contenu qui nous apprend des choses et qui nous aide à découvrir des choses. Donc en fait, c'est vraiment
vraiment une pratique culturelle, c'est-à-dire que oui, il y a des podcasts d'humour, il y a des podcasts de musique, mais ce que cherchent avant tout les gens, c'est vraiment on va dire, du sérieux, quoi. En fait, c'est comprendre, apprendre, découvrir, se cultiver, mais d'une manière spécifique qu'on va expliquer avec Mathieu. C'est en quoi le podcast est en fait différent des autres formats. Tu me permets de réagir sur ce point? Tout à fait. Vous me permettez tous les deux, pardon. Je trouve ça très intéressant et je connaissais pas, tu vois, exactement ce que tu as partagé à l'instant. Mais on est sur un mouvement qui est pour moi profond et absolument fantastique, qui est très important à noter dans cette conférence, à mon sens, qui est un mouvement inverse à tout ce qu'on a pu faire depuis 15 ou 20 ans sur les contenus et sur le web en général. Et que je pense, en tout cas, moi, c'est ce qui me passionne dans le podcast. C'est un peu l'opposé d'Instagram, en fait, tout ce qu'on est en train d'expliquer. Un peu l'opposé de YouTube, où il faut faire un maximum 5 minutes ou 4 minutes 38, parce que à 4 minutes 42, tout le monde s'en va. Et d'Instagram aussi, c'est-à-dire authentique, les filtres, du contenu très court, très futile. Et j'ai rien contre Instagram, je trouve ça super. Voilà, mais je dis juste que, en fait, à un moment, je pense qu'il y a eu une overdose. On parle d'infobésité, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, une vraie overdose de ces contenus hyper courts, sans aucun sens, sans aucun apprentissage. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un retour du fond versus la forme, et je trouve ça super, parce que en fait, on s'était tous mis à conseiller pour gagner de l'audience, à faire du tweet, des contenus de 3 lignes, des tas de choses, etc. À un moment, en fait, je crois qu'on en a eu marre. Et toute une partie de la population en a eu marre. C'est pas le cas de tout le monde, hein, aussi. Ça touche c'est là toujours cette clusterisation, mais c'est aussi beaucoup de ces personnes qui ont lâcher un peu la télévision en stream, enfin en linéaire, qui sont alors plus sur du non linéaire, du Netflix et des plateformes différentes, qui ont lâché tout le linéaire et tout un pan de la population qui vient chercher autre chose et à qui on peut offrir des tas de choses fantastiques. Et moi, je trouve ça super. En même temps, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. C'est un média assez simple et ça fait un peu penser au retour des bicyclettes, des vélos dans les villes. On était parti sur le multimédia, des choses très complexes, et là on revient juste à la voix. Donc, alors la simplicité, parfois les meilleurs podcasts ont l'air simples mais en réalité la production est très compliquée, enfin pas compliquée mais en tout cas complexe. Et si on arrive à faire croire que c'est simple, je vais dire c'est gagné. C'est peut-être déjà une recette d'un bon podcast, parce que en fait tout est préparé, tout est écrit. Même si effectivement un des codes du podcast c'est l'authenticité, et on va en parler. C'est pas si simple que ça. Disons que le ticket d'entrée est certainement moins élevé que la vidéo, parce que c'est plus, ça coûte moins cher, le matériel coûte moins cher, que on n'a pas besoin d'aller à Tahiti pour faire croire qu'on raconte une histoire qui se passe à Tahiti. Donc effectivement, les productions peuvent coûter beaucoup moins cher, mais il y a tout un travail derrière qu'il faut pas sous-estimer. Et c'est vrai que parfois les marques ont le sentiment que c'est simple et que ça va se faire rapidement et que ça va coûter pas très cher. Mais quand il y a tout un travail de narration, d'écriture, de recherche derrière, finalement ça se sent. Et le paradigme est compliqué. On va avoir du mal à tenir dans le temps imparti, je pense. Mais parce que l'authenticité, ce que tu décris là, Isabelle, une marque est quand même, si vous avez lu Sapiens ou plein d'autres livres comme ça, est quand même un objet totalement virtuel et pas complètement authentique. Et en fait, la création d'une marque nécessite un storytelling, nécessite beaucoup de choses, des valeurs et des choses comme ça. Et finalement, certaines marques fuient l'authenticité complètement, puisque on a créé un objet virtuel qui est une entité qui, contrairement à une personne, finalement n'existe pas vraiment. Enfin, je veux dire, c'est un objet qui a
une propriété intellectuelle, qui a une propriété administrative peut-être, mais voilà. Donc c'est pas toujours simple à expliquer, d'être capable de lâcher un peu cette marque et ses valeurs sur des aspects authentiques. Et moi, je l'ai vécu sur certains de mes podcasts, sur Génération Do It Yourself, que mon principal podcast, notamment avec certains artistes qui ne voulaient pas, ou certaines directions de communication pour faire participer des, je sais pas, je pourrais parler de grands chefs cuisiniers ou d'artistes ou de grands architectes, parce qu'en fait, les directions de la communication avaient créé une marque autour de cet artiste, par exemple. Ils me disaient, j'ai pas envie qu'ils viennent parler de manière authentique sur ton podcast, parce qu'en fait, on va casser tout ce qu'on a créé. Et l'authenticité va casser tout ça. Donc c'est intéressant de voir aussi ce que ça crée en fait comme débat autour des marques, quoi. Alors, parmi tous les outils qui sont à la disposition des services marketing communication, quels sont finalement les atouts du podcast? Qu'est-ce que ça peut apporter de différent? Parce qu'on n'est pas obligé de faire un podcast, on peut faire des tas de choses. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une marque va dire « je veux faire un podcast ». Quels sont ses atouts? Qu'est-ce qui peut faire choisir le podcast plutôt qu'un autre moyen de communication? Si je peux commencer, Mathieu, et tu continueras. Je pense que ce que peut raconter une marque à travers un podcast est assez différent de ce qu'on peut raconter sur d'autres canaux, parce que le podcast, vraiment, d'abord, il faut s'intéresser au code du podcast. Ce qui fait un bon podcast, ce qui va faire qu'une marque va toucher un public avec un podcast, c'est vraiment l'histoire, pour moi, qui vient du journalisme. C'est vraiment l'histoire qu'elle va avoir à raconter. Et une histoire unique, une histoire à mes yeux vraie, voilà, qui doit s'appuyer sur ce que la marque sait, sur son expertise, sur les gens qui la font au quotidien et sur le terrain, sur les débats en fait qu'elle suscite ou au cœur desquels elle est dans la société. Voilà, tout ça c'est la base en fait de ce qu'une marque peut avoir à raconter. Et parfois, elle n'a pas de meilleur canal qu'un podcast parce qu'on se pose, ça prend du temps. Il y a une relation spécifique qui se noue avec l'auditeur, une relation d'une qualité qui est quasiment, je vais dire, inégalable. Mathieu dira s'il est d'accord avec moi, et une qualité d'engagement, une qualité d'adhésion, quasiment de complicité avec les auditeurs. Et ça, c'est vraiment ce que cherchent les marques aujourd'hui, maintenant qu'en plus, elles ont du mal à toucher les générations les plus jeunes puisqu'elles utilisent des ad blockers, créer cette relation à travers l'histoire, à travers la voix, je crois que c'est vraiment exceptionnel. Après, toutes les marques n'ont pas quelque chose à dire et n'ont pas forcément trouvé encore l'histoire qu'elles doivent raconter, et c'est pour ça que nous, on est là pour les aider à trouver cette histoire. Oui, alors justement, est-ce que un podcast de marque, c'est un moyen de parler de la marque, de son histoire à elle, ou est-ce qu'il faut trouver d'autres sujets? Est-ce qu'il faut parler de soi dans un podcast de marque, ou est-ce qu'il faut parler d'autre chose? On pourrait appliquer ça à l'ensemble du brand content, hein, finalement, mais finalement, la publicité, l'héritage de la publicité dans le marketing, la communication, donne envie à un premier mouvement naturel qui est de dire bah oui, mais il faut qu'on parle de nous. Et c'est vrai que si moi j'avais eu ce réflexe en créant Génération Do It Yourself, j'aurais parlé de Cosa Vostra et je pense que j'aurais pas intéressé grand monde. Et en fait, je pense qu'il faut plutôt réfléchir en termes de valeurs, de mission statement, de persona. Enfin, il faut faire tout un travail autour de ça. Qui je suis, pourquoi je suis là, quelle est ma mission dans la société, à quoi je réponds, à qui je parle. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va essayer de parler à ces personnes de choses qui les intéressent et qui correspondent à nos valeurs. Et en faisant ça, généralement, on réussit à toucher un public beaucoup plus large. Je veux dire, enfin, moi, en ce qui me concerne, créer un podcast sur Chanel, Dior, Danone, ou peu importe, même si c'est des belles histoires, même s'il y a finalement, c'est intéressant dans des sagas
comme l'a fait Wondery aux États-Unis ou des choses comme ça, mais pas produit par eux et pour eux dans des sagas externes. Je trouve ça très bien. Mais un podcast finalement non authentique, créé par la marque pour la marque, ça va être, c'est un peu presque un Inception, incestueux, j'en sais rien, mais voilà. Donc je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Excuse-moi Mathieu. Et puis il y a d'autres, enfin je veux dire, il y a d'autres manières de parler de soi. On peut parler de soi, mais il y a plein de façons différentes. On peut parler de soi à travers la voix des autres. C'est pas forcément sa voix propre. Par exemple, on peut faire parler de soi à travers des experts qui sont sur le même sujet que celui que nous on traite. Par exemple, je pense à EDF qui a fait un podcast sur la transition énergétique. Voilà, ils font débattre des experts de la transition énergétique. Bien sûr, on entend leur voix, on entend leurs experts. Mais le sujet, ce n'est pas EDF et la politique d'EDF. Donc, je pense aussi, par exemple, à Auchan, qui a fait de la graine à l'assiette, si je me trompe pas, où c'est des producteurs qui parlent de leur travail sur l'alimentation, et c'est pas Auchan qui parle. En fait, c'est à travers leurs partenaires, c'est à travers un sujet qui leur tient à cœur, c'est à travers là où ils veulent mettre leur marque, en fait, sur la société. Donc un sujet qui concerne tout le monde, qui concerne pas que les gens qui vont chez Auchan, ils arrivent à faire parler d'eux. En fait, oui, on fait parler de la marque, fait parler d'elle, mais d'une manière un peu maligne, détournée. Moi, en tant que journaliste, ce qui m'intéresse le plus, c'est de trouver le sujet transversal sur lequel la marque va avoir quelque chose à dire, un sujet de société, un sujet qui nous concerne tous, qui est plus grand que cette marque, mais sur lequel elle va pouvoir aider à dire quelque chose, apporter quelque chose de nouveau au débat et que tout le monde aura envie d'écouter. Voilà, c'est ça. Mathieu, on avait évoqué un exemple intéressant parce que il faut peut-être concrétiser. Là, c'était TAG. On avait évoqué le TAG. Comment cette marque très connue peut intéresser les gens? Alors, et c'est une marque, un héritage. On aurait pu je dirais facilement se dire on va faire un podcast autour de TAG, de Steve McQueen, de toutes ces égéries qui ont représenté TAG dans le temps, jusqu'à Charlize Theron récemment, etc. Une histoire liée à l'automobile, à TAG, puis à TAG Heuer, etc. Bon, mais en fait, aujourd'hui, leur histoire et leur passion et leurs valeurs sont plus riches que ça. Et quand on a eu la chance de travailler, d'être sélectionné par TAG Heuer pour les accompagner, avec vraiment des super équipes qui comprennent et qui vont dans ce sens-là, on leur a proposé finalement d'aller dans leurs valeurs, dans la réflexion autour du temps un peu, mais aussi de la pression, des chronomètres. Donc, on était sur des concepts qui étaient autour de don't crack under pressure, donc ne craquez pas sous la pression. Et on sort un podcast, TAG Heuer sort un podcast qu'on a produit avec eux, qui s'appelle The Edge, et qui est présenté par un journaliste anglais, collaborateur de GQ, etc., et qui va sortir un premier épisode avec Patrick Dempsey, et puis après avec des artistes musique, puis après avec des pilotes, et puis après. Et l'idée, c'est le concept étant de dire on va prendre un moment de vie de ces personnes qui ont réussi des choses incroyables, et ce moment de vie où ils ont eu une grosse pression, où ils ont failli craquer. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas craqué? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête à ce moment-là? On est sur pas loin du développement personnel, pas loin la masterclass. La masterclass, etc. Et voilà, l'idée, c'est de s'enrichir et d'aller sur des valeurs qui correspondent bien à la marque. Et c'est très travaillé, comme tu le disais, hein, Isabelle. Hein, j'espère que ça ne paraîtra peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, voilà, on est sur un travail très pointu. On enregistre donc à distance principalement là, parce que là, on envoie. Il y a un gros travail d'enregistrement comme on le fait ici aujourd'hui, mais d'enregistrement à distance dans le monde entier. On travaille les connexions, on travaille les micros, on travaille le matériel, etc. qu'on envoie partout. Voilà. Et sur un concept qui s'annonce passionnant, avec une marque qui joue vraiment le jeu. Et j'espère surtout dans la durée, parce que
Moi, ce que je vends à nos clients, et ce que je dis vraiment, c'est que un podcast, c'est pas on parle de fond, on parle d'authenticité, on parle pas c'est pas un effet comme ça, une étoile filante, quoi. Ça s'installe dans la durée. Il faut faire beaucoup d'épisodes. Je vais prendre un autre exemple très rapidement, mais dans la lignée de Génération Do It Yourself, nous, chez Causa Vostra, on a lancé un deuxième podcast qui s'appelle Le Panier, qui est devenu le podcast de référence sur le e-commerce. Alors, typiquement, on a choisi de pas parler de Causa Vostra une fois de plus. On s'est dit, nous, on a beaucoup de clients dans le e-commerce. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller interroger tous les meilleurs e-commerçants, tous les meilleurs prestataires e-commerce, des concurrents de Causa Vostra, peu importe, c'est pas grave, mais on veut être le podcast de référence sur le e-commerce. On a réussi à faire ça. Ça a pris plus d'un an, près de 50 épisodes. C'est mon associé qui le gère. Mais au bout d'un an et de 50 épisodes, on commence à en récolter les fruits parce qu'on est reconnu comme une des meilleures agences sur le e-commerce. Voilà. Et ben, c'est ce qu'on veut faire avec Tag. C'est vraiment réussir à travailler à cet endroit, comme l'a fait merveilleusement bien, qu'un exemple qui est repris, mais Red Bull sur le branded content depuis plus de 10 ans, sur YouTube et à plein d'endroits, sur les sports extrêmes, sur donc la Formule 1, sur le parachute, avec, je vais pas dire du Red Bull avec parcimonie, on le voit quand même pas mal, mais l'objet n'est pas de voir, on voit jamais quelqu'un boire, je vais pas dire jamais, ça arrive très rarement, boire une canette de Red Bull pendant tout ça. Il est juste associé dans le contenu, et de temps en temps on voit même d'ailleurs sur le casque de quelqu'un, sur l'avion de quelqu'un, Monster ou un concurrent de Red Bull qui apparaît, et ben c'est pas grave parce que c'est leur média à eux dans lequel les concurrents passent. Et moi je préfère avoir des concurrents de Causa Vostra qui passent sur mes podcasts plutôt que d'être Causa Vostra et de passer sur le podcast de mes concurrents, même si je veux bien aussi passer sur leur podcast. Isabelle, est-ce qu'on peut faire apparaître la marque? Est-ce qu'on peut mettre de la publicité finalement dans un podcast? Oui. Tout à l'heure, on disait faut pas parler de la marque, mais moi je vais vous parler d'un podcast qui parle de la marque puisqu'il parle que d'elle en fait. Je fais une transition avec Mathieu parce que vous allez peut-être trouver que c'est vraiment un grand écart. Hein. Et effectivement, c'en est un, mais comme quoi preuve que le podcast peut servir différents types de marques. Je vais vous parler d'un podcast qui a été fait pour le planning familial, donc qui est une institution française, une confédération qui est présente sur tout le territoire français. Le lien entre Mathieu Tagueyer et le planning familial là, sur ce podcast, c'est que en fait les deux parlent de récits individuels, personnels, d'histoires vraies. Mathieu, donc ce sont des stars un peu qui racontent un peu les moments sous lesquels ils étaient sous pression, et moi en fait c'est un documentaire au sein du planning familial qui raconte en fait ce que c'est que le planning familial de l'intérieur. En fait, l'objectif de la marque, donc le planning, c'était de faire entendre ce qui se passe dans ces centres d'accueil, parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues en fait sur ce que fait exactement le planning familial. Il est aussi beaucoup attaqué. Donc l'idée, c'était de raconter ce qu'ils font, mais aussi de raconter ce que ces missions historiques, donc que tout le monde connaît, la contraception et l'IVG, mais aussi qu'il fait d'autres choses. Il travaille sur le handicap, il travaille sur la prévention précoce de la violence. Donc de montrer toutes les missions sur lesquelles il travaille, et aussi de montrer qu'il ne travaille pas tout seul, mais en réseau avec des partenaires comme les agences régionales de santé, l'éducation nationale, etc. Pour que ça ne devienne pas institutionnel, parce que c'est un peu l'écueil quand on parle d'une institution. Donc nous sommes effectivement passer par l'histoire vraie, c'est-à-dire l'authenticité, c'est-à-dire nous avons choisi un lieu, le planning de Marseille, et nous sommes restés au planning de Marseille pendant plusieurs semaines, et nous avons enregistré ce qui s'y passe en vrai, et ça a donné lieu à 6 épisodes, un sur chaque thématique que voulait mettre en avant le planning, même si au final les épisodes les plus écoutés sont ceux qui concernent effectivement la contraception et l'IVG, parce que ça reste les principales missions du planning. Il y a eu beaucoup d'écoutes sur les autres épisodes qui étaient passionnants. Et pourquoi le planning a choisi de le faire à travers un podcast et pas à travers de la vidéo ou à travers un autre média? C'est pour 3 raisons. La première, c'est que le planning, c'est que de la parole. C'est de l'entretien individuel, c'est des rendez-vous médicaux, c'est du théâtre, c'est des groupes de parole. Donc tout passe par la parole.
Et la deuxième chose, c'est qu'un des principes du planning familial, c'est l'anonymat. Tous les gens qui y viennent, ils viennent de manière anonyme, totalement anonyme. Donc, nous avons pris cet engagement de respecter cet anonymat, ce qui veut dire que, par exemple, nous avons supprimé toutes les données qui étaient identifiantes au cours de nos enregistrements. Donc, pour le planning, c'était le média idéal, en fait. Donc, c'est intéressant parce que là, on a d'une part un grand groupe privé, international, et de l'autre, une institution française. Et on voit que le podcast convient aux deux. En même temps, on se rend compte que les gens ne sont pas indisposés s'il y a de la publicité dans les podcasts. Isabelle, vous m'aviez produit des Tout à fait. graphes assez intéressants qu'on peut peut-être voir. C'est une reprise de l'étude dont je vous ai déjà parlé au début, qui est l'étude CSA et Havas. J'en avais extrait 3 slides. Je ne sais pas si on peut les voir. Voilà, donc il y a une première slide qui montre que la publicité dans les podcasts est plutôt bien acceptée. Alors il faut bien voir que c'est pas la publicité comme des spots publicitaires comme on entend à la radio qui vont nous crier dans les oreilles. C'est de la publicité en général qui est dans le ton du podcast, lue au début du podcast par le host, donc l'animateur du podcast. Et 65% des auditeurs qui écoutent régulièrement des podcasts trouvent qu'en fait c'est juste ce qu'il faut. Et donc c'est hyper intéressant pour les marques qui veulent faire du sponsoring, par exemple, c'est-à-dire non pas forcément créer leur propre podcast, mais sponsoriser des podcasts qui sont existants. Et en fait, comment choisir ces podcasts? En fait, c'est la même démarche que celle qu'on vous a expliquée, en fait, pour quels sont les bons podcasts pour une marque. Et ensuite, au-delà de ça, ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant par rapport aux podcasts de marque, donc c'est la slide suivante, c'est que les podcasts sont un levier exceptionnel, vraiment, ils recèlent un énorme potentiel pour les marques. Alors, c'est écrit en petit, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros, il y a 75% des auditeurs qui disent que ça leur donne, que d'entendre un podcast de marque ou un sponsoring, ça leur donne envie de se renseigner sur la marque. Donc, déjà, de passer à l'action pour se renseigner. 64%, ça leur donne envie de mieux connaître la marque. Et encore mieux, 71% considèrent qu'un podcast de marque les a fait changer d'avis sur une marque. Donc en fait, ces 3 chiffres permettent de voir que c'est vraiment un gros potentiel pour les marques de s'adresser à leurs auditeurs à travers ce média. Et alors, il y a un dernier chiffre que je trouve aussi très intéressant, c'est que 82%, donc c'est la dernière slide, c'est que 82% des auditeurs hebdomadaires trouvent que c'est intéressant que les marques utilisent leur propre podcast pour raconter leur histoire, celle de leurs produits, etc. Leurs engagements, donc ce qu'on disait depuis tout à l'heure avec Mathieu. Alors moi j'ai des questions très pratiques là et je pense que les gens qui regardent cette conférence, ça va les intéresser aussi. C'est des choses très pratiques. C'est un podcast, c'est quelle périodicité, quelle durée, sur quelle plateforme faut-il être? Alors tout ça, c'est des choses qui sont bien concrètes. Est-ce que Mathieu, peut-être parce qu'un podcast, ça peut durer 6 mois, 6 ans, c'est 15 minutes, c'est 1 heure. Alors, voilà. je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Isabelle et le grand écart entre le podcast de Tagoer et du planning familial. Ce qui est fantastique, c'est cette créativité qui est possible et ce qu'on peut proposer aujourd'hui dans l'univers des podcasts. Moi, quand j'ai commencé en 2017, je parlais avec certains journalistes et producteurs de contenu qui me disaient mais tu vas faire des podcasts d'une heure et demie. À l'époque, c'était 1h30, 1h45, je crois, mon premier épisode. Je disais, mais c'est n'importe quoi, t'es complètement débile, ça va pas marcher, t'es un expert des médias. Voilà. Aujourd'hui, je fais mon meilleur épisode aujourd'hui sur Génération Do It Yourself doit faire 3h04. Mon plus long épisode doit en faire 3h08 ou 3h10. L'épisode que je préfère de tous les podcasts que j'ai écoutés depuis 2013 est un épisode d'un podcast qui fait
4h40, je crois. Et il y a plein de podcasts qui cartonnent, comme, pardon, je cherche Chose à savoir, quotidien, qui doit durer à peine 5 minutes. Et donc, entre les deux, il y a du 2 minutes, il y a du 20 minutes, il y a du 45. Il y a des podcasts Sharp qui font exactement le même temps tous les jours. Il y en a qui font une fois 1 heure en ce qui me concerne et une fois 3 heures, et peu importe, tout ce qui est dit. Voilà. C'est non linéaire, donc on n'a pas forcément besoin de sortir un podcast de manière récurrente. En ce qui me concerne, je sors mes podcasts le dimanche, mais il y a plein de gros podcasteurs aux États-Unis, notamment, qui sortent leur podcast n'importe quand, qui vont en sortir 2 pendant 3 jours d'affilée, 2 par jour. Et puis après, qui vont pas en sortir pendant 10 jours. Mais c'est pas grave. De toute façon, on est dans du non-linéaire. Les gens ne vous attendent pas sur un rendez-vous quotidien à 20h comme le JT. Donc, je crois que là-dessus, il faut vraiment se décomplexer totalement. Il faut pas s'engager dans des contenu. Je pense qu'il faut quand même donner un minimum de contenu, c'est-à-dire sinon on perd. Si on vient tous les mois, c'est pas assez. Moi, je suis quand même favorable à 1 fois par semaine minimum, parce que 2 fois par mois, on a du mal à créer un rendez-vous. Ça a toujours été enfin souvent été le cas. Donc, il faut une production quand même importante. Je pense que dans cet univers, le mieux est l'ennemi du bien. Les plus gros podcasts, en tout cas en termes de volume d'écoute, souvent, quand on travaille aussi cette authenticité, sont pas forcément des podcasts toujours hyper léchés, voilà, hein, vous prenez alors dans les podcasteurs indépendants aux États-Unis, un Joe Rogan qui a quand même signé un contrat estimé à plus de 100 millions de dollars avec Spotify pour être uniquement sur Spotify désormais, ce qui est une tendance intéressante à voir, hein, parce que pour répondre à votre question, je pense qu'il faut essayer d'être partout au début, jusqu'à ce qu'une plateforme vous propose peut-être un deal exclusif. Mais lui, il a un contrat estimé à plus de 100 millions de dollars, et il fait tout type de format sur des choses qui sont uncut. Voilà. Donc, moi, je trouve ça fantastique. Il y a de la place vraiment pour tout, en fait, quoi. Et il peut y avoir un bon podcast. Ça peut être un podcast de 20 minutes pour des chirurgiens de la main gauche qui est écouté par 200 personnes, mais qui a un contenu ultra pertinent et qui peut pas forcément être produit autrement, parce que l'écrit, c'est pas si simple d'écrire et d'écrire bien. La production vidéo, c'est pas si simple non plus. Et l'audio, ça reste un langage natif. Je veux dire, on parle tous, quoi. Et donc, ça reste quelque chose qui est assez accessible pour faire des contenus intéressants. Et je pense qu'on est vraiment au début d'un mouvement de fond phénoménal et passionnant. Isabelle, sur la périodicité et puis sur la durée dans le temps. Parce qu'en fait, Ouais, déjà, sur le format, si tu me permets, on a eu tendance à se caler sur 20 minutes parce que c'était le temps de mobilité, en fait, dans les transports. Et les gens écoutaient beaucoup dans les transports. Mais avec le confinement, en fait, ça a un petit peu changé. Donc, on peut se permettre aujourd'hui d'être un petit peu plus souple. Il y a une grosse partie des auditeurs qui préfèrent quand ça fait moins de 30 minutes. Mais il y a quand même 30% des gens qui sont quand même intéressés par des longs formats. Mathieu, tu fais partie de ces 30%. Oui, et après, ça s'écoute, pardon, hein, Isabelle, mais moi, je crois vraiment qu'un roman, on ne le lit pas d'une traite, quoi. Et Tout à fait. une série de Netflix, on ne la regarde pas d'un coup. Et en fait, et on moi, peut je suis écouter vraiment aussi approche... 3 épisodes de 20 minutes d'affilée si on a envie. C'est tout à fait ça. Mais Ouais. voilà, moi, au début, tu vois, j'avais pris le parti sur mes longs épisodes de les couper en 2. En me disant, finalement, ça dure 2 heures, donc je vais faire 2 fois 1 heure. Limite, ça m'arrange, parce qu'en termes de prod de contenu, je l'ai tourné en 1 fois, je coupe à la moitié, ça me fait 2 fois plus d'audience, etc. Ce serait une facilité. Moi, je me dis juste qu'en fait, ça apporte pas forcément grand-chose. Si le contenu est bon, mes auditeurs l'écoutent jusqu'au bout. J'ai presque 80%, je suis un peu au-dessus, entre 70 et 80% des auditeurs de Génération Do It Yourself qui écoutent les contenus en entier. Sur des contenus... donc systématiquement de plus de 2 heures, c'est phénoménal. Et voilà. Alors et en revanche, je pense que le principal point qui ne plaît pas à mes détracteurs, clairement, c'est ces podcasts sont trop longs. Fine, allez écouter des podcasts ailleurs, c'est pas grave, ou apprenez à écouter des podcasts longs. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fait kiffer, c'est le long format.
Et puis pour répondre, Jacques, à ta question sur les plateformes, excuse-moi, en fait, l'écoute est très très dispersée, donc il faut être sur toutes les plateformes. En fait, faut bien sûr les principales, notamment le streaming qui aujourd'hui prend de la place de plus en plus importante. Mais il faut pas être que sur les plateformes. Par contre, quand on est une marque, on a aussi d'autres outils. On a son propre site internet, on a peut-être sa propre radio, on a plein d'autres outils, voilà, qu'il faut utiliser et mettre son podcast directement sur le site internet. C'est aussi très intéressant parce que les marques qui le font se rendent compte que ça augmente le trafic sur leur site, notamment s'ils font des contenus associés. Ça augmente le nombre de pages vues. Donc c'est aussi il faut jouer sur tous les canaux en fait. On a développé de notre côté un podcast interne. Alors là, c'est vraiment, on est diamétralement opposé à tout ce qu'on raconte, qui est vraiment un podcast chez Google pour une partie des équipes et de partenaires de Google autour du Chromebook, qui est leur ordinateur. Et ce podcast est disponible uniquement sur une appli qu'on a développée d'ailleurs. Et il faut juste se connecter et il est un peu privé, mais c'est aussi un bon outil de formation potentiellement pour des gens qui veulent pas avoir 2 heures de formation en vidéo, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, et ce qui est intéressant pour les marques et pour tous ces partenaires, c'est qu'on travaille un nouveau temps d'attention, et ça c'est très important aussi, ce temps d'attention qui est le temps de l'audio. Il n'est pas passé devant un écran. Devant un écran, la vidéo et le texte notamment, et les articles écrits sont en compétition sur l'écran. Alors que là, on rentre dans un moment où en fait, soit on écoutait de la musique, soit on écoutait une radio linéaire, soit on n'écoutait rien. Et là, on va proposer des contenus avec moins de concurrence finalement en face et un temps d'attention potentiellement plus long, plus élevé quand on conduit, quand on fait du sport, quand on commute, quand on est dans les transports en commun, quand on fait la cuisine, quand on fait le ménage. Et finalement, moi, ça m'est arrivé, j'ai beaucoup d'auditeurs aussi qui me remontent ça, de presque avoir envie de faire un tour du pâté de maison en arrivant chez moi, de plus pour juste finir le podcast. Bon, finalement, je vais pas polluer plus, hein, je me gare et puis j'attends un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a un effet qui est très intéressant sur le type d'attention et le moment d'attention qu'on propose. Alors, j'en reviens à Oui, Isabelle. Juste pour rebondir, justement, ce moment où tu es en train d'écouter un podcast et tu es dans ta voiture et tu n'as pas envie de descendre parce que tu attends la fin du podcast, ça, c'est vraiment le moment que cherchent en fait tous les créateurs de podcasts. C'est-à-dire que si tu as réussi à capter l'attention de l'auditeur, mais aussi à maintenir cette attention jusqu'au bout, à travers l'émotion qui passe, à travers les histoires, à travers la voix et le lien spécifique qu'elle crée avec l'auditeur, effectivement, il reste jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on a des taux de complétion qui sont absolument énormes. Nous, sur le planning, on a été à plus de 80%. Et sur du documentaire de 20 minutes, c'est assez impressionnant, en fait. Et alors, un podcast, ça sera d'ailleurs ma dernière question, parce qu'on arrive au terme de la conférence. Ça doit durer combien de temps? C'est 6 mois, 6 ans, parce qu'en fait, l'un des objectifs, c'est quand même de créer une communauté. Donc, créer une communauté, ça prend du temps. Et construire une audience, hein, si tu me permets, Isabelle, ça doit durer le plus longtemps possible, en fait. Alors ça, moi, je suis vraiment radical là-dessus, c'est-à-dire que créer un podcast pour faire 6 épisodes, ça sert absolument à rien. Je veux dire, alors paradoxalement, évidemment, ça m'arrange, et Isabelle aussi, parce que si on accompagne nos clients sur le plus longtemps possible, c'est mieux pour nous, mais c'est mieux pour eux aussi. Et je dis pas du tout ça. Voilà, c'est que une audience, une communauté, ça se construit. Je reprends l'exemple de Red Bull et d'ailleurs le podcast est un point de départ ou un suivi quand une marque a commencé ou une entreprise a commencé ailleurs, sur des blogs, sur des vidéos, sur YouTube, etc. C'est juste un nouveau point de contact où on va raconter, narrer de nouveaux types d'histoires. On va proposer un nouvel accès à la marque, à l'entreprise. Voilà. Mais il faut se projeter à minima sur 20, 30, 40 épisodes, une année, parce que sinon, en fait, on n'arrive pas à construire une audience. Moi, si je vous raconte,
combien j'avais d'auditeurs sur les 5-10 premiers épisodes, c'était ridicule. Et aujourd'hui, je peux dépasser 100 000 auditeurs sur un épisode, sur un taux d'attention, comme tu le disais Isabelle, un taux de complétion qui est immense. Donc voilà, ça se construit, il faut être patient, ça coûte du coup, mais une fois que c'est là, c'est d'une puissance et d'une force totalement inégalable, je pense. Ouais, je suis d'accord. Okay. Bien. Qu'est-ce que, pour terminer peut-être, si vous aviez 2-3 conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, une entreprise qui voudrait se lancer dans les podcasts, qu'est-ce que ce serait, Mathieu, Isabelle? Moi, je dirais qu'il faut oser. Premier conseil, ne pas s'auto-censurer, que ce soit sur l'histoire, sur qui va incarner le podcast. Je pense qu'il faut penser out of the box, comme disent les Américains. Il faut oser faire confiance aussi à des journalistes, des auteurs, des podcasteurs pour qui font du podcast et qui connaissent les codes du podcast et le ton du podcast pour rester dans cette authenticité vraiment du podcast, parce que voilà, parfois les agences médias se lancent dans le podcast mais ne font que reproduire ce qu'elles savent faire et finalement en fait ça s'entend, c'est à côté de la plaque, quoi. Donc je dirais oser comme premier conseil. Comme deuxième conseil, je dirais de pas trop attendre avant de prendre sa décision, parce que je l'ai déjà vu, les bonnes idées ça circule, tout le monde le sait, et que si on attend, ce sont d'autres personnes qui vont les sortir à votre place, et c'est quand même dommage parce que c'est encore un territoire assez inexploré. Il y a un nombre de choses à faire qui est incroyable, mais être le premier sur les choses incroyables, c'est quand même, ça donne quand même une prime au premier arrivé, et on devient une référence en fait en termes, que ce soit en termes de type de narration, d'histoire racontée. Voilà, ne pas trop tarder à prendre sa décision. Et puis, comme dernier conseil, je dirais, je rappellerai ce que vient de dire Mathieu, c'est-à-dire viser un ROI à long terme. Construire une audience, persévérer, mais ça sera un très bon investissement. C'est un investissement sur le long terme, mais un très bon investissement, parce que l'engagement est incroyable, comme on l'a dit tout à l'heure. Les auditeurs sont fidèles, les auditeurs sont réactifs, les auditeurs recommandent beaucoup à l'extérieur, et s'appuyer sur eux ensuite, c'est une force extraordinaire. Mathieu, les conseils de Mathieu Stéphanie. Un bon conseil, c'est contacter Isabelle, parce que voilà, elle fera ça. Bien, hein. Voilà, ou contacter Cosa Vostra quand même, mais c'est pas les mêmes typologies de podcasts. Mais je te rejoins évidemment sur le oser généralement, et oser vite. Tes deux premiers conseils, c'est vraiment, je pense, que je dis à chaque fois qu'on me demande. Allez-y, quoi, do it. On est vraiment dans un momentum intéressant, et aussi peut-être vous forcez pas trop, parce que comme on est dans un média d'authenticité, quand on se force trop, ça se sent très vite. Alors, excusez-moi, de ce terme de jeune, moins jeune d'ailleurs, je pense que les jeunes le disent même plus, mais faites-vous kiffer aussi, parce que ça s'entend très vite. Et en effet, l'authenticité, c'est vraiment une clé. Moi, sans faire d'autopromo, juste pour partager quelque chose que j'ai vécu, un deuxième podcast qui s'appelle La Martingale, qui est sur les finances personnelles, qui est en train de percer très fort en ce moment. J'ai doublé l'audience en quelques semaines. Mais en fait, je m'éclate à parler de Bitcoin, de lingots d'or, est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il faut être propriétaire de son appart ou pas. Enfin, je pense que ça se sent d'ailleurs quand j'en parle comme ça. Je m'éclate à faire ça, et je tutoie mes invités, et dans un endroit où en fait tous les codes sont des vieux trucs pompeux, de vieux journaux pour les vieux, que personne ne lit, et en fait qui parlent pas comme nous. Et vous voyez ce que je veux dire, la finance perso, c'est vraiment, je vais pas citer de nom de termes de journaux, mais c'est quand même vraiment terrible, quoi. Et en fait là, quand on parle de choses intéressantes pour se dire comment je peux préparer ma retraite, est-ce que je vais vraiment avoir droit à une retraite, etc., bah voilà. Il y a un débat qui se crée autour, et voilà, donc soyez authentique, faites-vous plaisir, faites plaisir à votre marque, et vous verrez, ça marche. Et puis voilà, c'est le moment, faut sauter là, voilà. Eh bien, c'est parfait, on apprend beaucoup de choses. Merci Isabelle Durieux, merci Mathieu Stéphanie. Je vous conseille, il y a une autre conférence
dans ce salon qui concerne l'audio, c'est le voice commerce. Vous verrez, c'est encore une autre façon d'utiliser la voix. Comment on va faire du business avec le voice commerce. C'est assez intéressant. C'est le directeur général d'Avas, Vincent Maillet, qui explique. Donc, lui, il connaît très bien Amazon. Il est allé plusieurs fois à Seattle. Et je vous conseille c'est un peu complémentaire de ce débat sur le podcast. Merci, Jacques. Eh bien, merci à vous et merci de votre attention. Au revoir. À tous. Au revoir, Mathieu. Au revoir à tous. La presse au futur, All for Content, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.